Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre réalisateur dont la carrière n'est pas forcément énorme, mais dont les films sont souvent de qualité, c'est Darren Aronofsky. Darren Aronofsky est né en 1969, ce qui lui fait aujourd'hui 52 ans. C'est un réalisateur assez particulier dont on peut aimer ou détester les films. Un réalisateur qui a commencé comme beaucoup dans le court-métrage dès 1991 avec deux courts-métrages de fin d'études, Supermarket Sweep et également Fortune Cookie. Hey, Jack. So, what are you gonna do with your commission this week, Broadneck? Well, What? Don't tell me you. 2 ans plus tard, en 93, il réalise le court-métrage Protozoa. like what, Dave? Okay, check this out. Tierra del Fuego. Et l'année suivante, en 94, le court-métrage No Time. You're making a sausage out of your eye. A crazy person, I'm a chef. Avant même de se lancer dans le long-métrage, Darren Aronofsky commence dès 1997 par réaliser un FMV, Soldier Boys. Il faut attendre 1998 pour le voir passer derrière la caméra d'un long-métrage, et ce sera avec le film Pi, film qu'il réalise, qu'il écrit à l'aide de Sean Gullett et Eric Watson. La musique est composée par Clint Mansell et la photographie de Matthew Libatic. Déjà des grands noms. Au casting, on retrouve Sean Gullett justement, mais aussi Mark Margolis ou Ben Schenkman. Le résultat de ce film, Pi, est déstabilisant, loin d'être parfait, mais c'est intriguant. On y suit Max Cohen, un mathématicien. Il est persuadé que le monde est lié à une suite de nombres, qu'il pourrait le décoder en trouvant la logique qui régit Pi. Au passage, il va croiser divers personnages qui s'intéressent à sa recherche pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et tout cela va concourir à lui faire perdre lentement la raison. On retrouve déjà dans ce film une part de ce qui va faire la suite de son cinéma, un personnage central fort qui va se perdre dans son monde. Un monde absent aux yeux de nombreuses personnes. Et si, autant dans la mise en scène que dans le choix du noir et blanc, le résultat se montre globalement convaincant et maîtrisé, bien que très scolaire, on regrettera l'absence d'un ingrédient. Et cet ingrédient, c'est tout simplement la prise en compte du public qui pourra facilement rester hermétique aux obsessions d'Aronofsky. Tout est trop précis et laissera donc en dehors de son cercle toute personne qui ne veut pas faire beaucoup de concessions. L'omniprésence de la religion peut également être dérangeante, mais globalement, cela reste un premier essai correct. Stock market, the Torah, this 216 number. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on, you have to slow down. You're losing it. You only gave us part of the code. Now give us the rest of the code so we can set it right. You are only a vessel from our God. You are carrying a delivery that was meant for us. There will be no order, only chaos. Deux ans plus tard, Aronofsky est de retour avec Requiem for a Dream, un film dont il écrit le scénario avec Hubert Selby Jr., qui a écrit le roman Retour à Brooklyn, dont est tiré le film. À la photographie, on retrouve Matthew Libatic et à la musique Clint Mansell, associé au Kronos Quartet. Au casting, Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Mark Margolis et Sean Gullett sont de nouveau présents, tout comme Keith David ou Ben Schenkman. Si le premier film de Darren Aronofsky parlait déjà d'obsession, le second plonge totalement dans le sujet. Harry, Marianne et Tyrone sont des junkies et ils passent leur journée à se droguer. Pendant ce temps, la mère d'Harry se sent seule et la télévision est sa seule échappatoire. Le film traite donc de plusieurs personnages qu'il va lancer dans une descente aux enfers provoquée par différents types de drogues, souvent liés à un sentiment de solitude. Porté par une BO inoubliable et un casting en état de grâce, le film aborde un sujet des plus compliqués par le biais d'une mise en scène aussi étouffante que paralysante. On peut difficilement rester insensible à la trajectoire de ces personnages. Dur, voire carrément glauque par moments, le film ne cherche jamais à mettre le spectateur à l'aise, et c'est tout ce qui fait sa force. C'est aussi grâce à cela que, contrairement à d'autres œuvres majeures, il n'a jamais eu l'effet inverse à su escompter. Passionnant et effrayant, le résultat demeure aujourd'hui un monument du cinéma et une deuxième œuvre pleinement aboutie, plus en fait que celles qui suivront. Getting the money is not the problem. What is the problem? I don't know what I'm gonna have to do to get it. I'm really sorry, Marion. You're the most beautiful girl in the world. You're
My dream. You know, somebody like you can really make things alright for me. En 2002, le réalisateur se mue en producteur, le temps de produire le Abîme de David Twohy. En 2006, Darren Aronofsky est de retour avec un film sacrément ambitieux, The Fountain. Un film qui dure pourtant qu'1h36, écrit par Darren Aronofsky d'après une histoire de lui-même et de Harry Handel, avec à la musique Clint Mansell et à la photo Matthew Libatic de nouveau. Au casting, Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn, Mark Margolis, Stephen McHattie ou encore Sean Patrick Thomas, encore une fois de jolis noms. Film ambitieux s'il en est, The Fountain arrive probablement trop tôt dans la carrière de Darren Aronofsky. Le résultat est donc très bancal. Car il est même difficile de le pitcher, si ce n'est en parlant d'amour infini traversant les âges, les millénaires, transcendant le temps et même l'espace, et ce au travers de 3 personnages incarnés par le même Hugh Jackman. Et à partir de cela, le réalisateur tente de réaliser un film cohérent sur fond d'époques différentes et aussi d'effets visuels ultra ambitieux pour montrer un univers quasi métaphysique. Et si, prises indépendamment, les histoires fonctionnent, on se rend rapidement compte que tout cela manque de liant, que le film manque de temps pour montrer tout ce qu'il voudrait. Ce qui explique le désir de créer un roman graphique donnant plus de détails sur l'histoire. Or, le film se doit de fonctionner et de vivre en tant que tel. Et ici, ce n'est le cas qu'en partie, ce qui est forcément dommage quand on songe au potentiel de l'ensemble. La contrepartie, c'est que le film est relativement court et qu'on ne se sent donc pas vraiment écrasé par l'ambition de l'œuvre. Peut-être qu'on aurait dû l'être. Peut-être qu'on aurait voulu l'être, que l'œuvre soit totale. En l'état, on a un bon film, une esquisse de ce qui aurait pu être un grand film. Our bodies are prisons for our souls. I'm not afraid anymore, Tommy. All flesh decays. Death turns all to ash. And thus, death frees every soul. Together we will live forever. En 2008, Darren Aronofsky est de retour avec un film surprenant. Film dont le scénario est écrit par Robert D. Siegel, dont la musique est composée par Clint Mansell et à la photographie on trouve Maryse Alberti. Au casting, Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis de retour. Encore une fois, de bien jolis noms. Pour son 4e film, le réalisateur s'intéresse au monde du catch. Surprenant, mais ça ne va lui servir que de prétexte. Ce qui l'intéresse, c'est la trajectoire de Randy Robinson. Ex-star du catch des années 80, le bonhomme ne se produisait plus que dans de petits shows lorsqu'il fait une crise cardiaque. Il doit alors tout arrêter et se trouver un boulot. Et Randy de se retrouver confronté à ce qu'on a tous plus ou moins connu un jour, le devoir d'arrêter une chose qu'on aime. Ou continuer avec les risques que cela représente. Le personnage de Randy, parfaitement interprété par un excellent Mickey Rourke, attire forcément la sympathie et le film est aussi porté par l'amour que lui porte le réalisateur. Ce qui au passage offre quelques très bons moments de catch, mais également une histoire touchante entre Randy et sa fille, mais aussi avec une stripteaseuse qu'il voit bien au-delà de son emploi. Au moment de sa sortie, c'est bien entendu surtout le parallèle entre la carrière de Mickey Rourke, qui avait alors touché le fond, et celle de Randy qui avait marqué. Et cela explique sûrement aussi la qualité de la performance du comédien. Tout en respectant le monde du catch, le film reste un portrait humain de nous tous finalement. Au travers de Randy, un bien beau film qui mérite de rester reconnu aujourd'hui et pour toujours. Non, je suis partant. Avec un peu de chance, je vais pouvoir revenir au top. Les années 80, y a pas eu mieux. Guns N' Roses. Motley Crue. Il a fallu que Kurt Cobain se pointe pour foutre le souffle. Les années 90. Et c'était nul à chier. Là où je m'en prends plein la gueule, c'est dans la vie. Moi, je suis là. C'est vite arrivé de perdre tout ce qu'on aime. De plus avoir d'amour. Des tas de gens m'ont dit que je remonterais plus jamais sur un ring. Et les seuls qui peuvent me dire quand c'est le moment de raccrocher,
C'est vous tous. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça le fait. Vous voulez essayer? En 2008, Aronofsky réalise également une pub, la pub La Nuit de l'Homme pour Yves Saint Laurent, une pub avec Vincent Cassel. L'amour se nourrit de coïncidences, de dangers, d'interdits. La nuit de l'homme, Yves Saint Laurent. Et en 2010, le réalisateur, dont les projets sont d'ores et déjà très attendus, se lance dans le projet Black Swan, au casting duquel on retrouve au scénario lui-même Mark Heyman et John G. McLaughlin, Matthew Libatic à la photographie, et à la musique Clint Mansell et Tchaïkovski évidemment. Au casting, Nathalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Benjamin Millepied, Sébastien Stan. De beaux noms. Après la réussite de The Wrestler, il revient donc avec un coup de maître ou presque. Thomas Leroy va lancer une nouvelle version du Lac des Cygnes et il cherche donc une nouvelle danseuse. Et s'il est sûr que Nina fera un signe blanc parfait, il tient à ce que sa danseuse incarne aussi le signe noir. Et pour ça, Nina va devoir apprendre à être quelqu'un d'autre. Sans surprise, le film fait la part belle à l'interprétation de Nathalie Portman, tout en laissant la place à Mila Kunis et à Vincent Cassel pour s'exprimer. Le charisme animal de Cassel fait d'ailleurs des miracles face à une Nathalie Portman angélique. Le film fonctionne aussi bien, évidemment, grâce à sa bande-son, en grande partie issue du fameux ballet, mais aussi grâce à la mise en scène d'Aronofsky, donnant parfois un côté horrifique à ce film, aussi beau plastiquement qu'intelligemment écrit. Il faut dire que la retranscription de ce combat intérieur entre le signe blanc et son côté noir donne lieu à quelques séquences remarquables, et à ce sujet, la mise en place de tout le film ressemble parfois à une chorégraphie. Toujours dans le bon tempo, tout en laissant échapper quelques irrégularités, le film est ce qu'il veut faire de son personnage, maîtrisé mais aussi sauvage. Comment tu l'as eu, ce rôle? Profites-en bien, Nina. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle en a après moi. Personne n'en a après toi. Ce rôle est en train de te démolir. Ta seule véritable ennemie, c'est toi. Qu'est-il arrivé à ma douce? Elle est partie!
En 2011, Aronofsky s'attaque à quelque chose d'inattendu puisqu'il va sortir un roman graphique, le roman graphique Noé. Il faut savoir que le bonhomme est fan de comics et devait même mettre en scène un film Wolverine. Et en 2014, on le retrouve donc avec l'adaptation de ce fameux Noé, pour un film de plus de 2 heures, un film dont le scénario est écrit par Lo Valley et John Logan. À la musique, on retrouve Clint Mansell et à la photographie, Matthew Libatic. Au casting, Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Emma Watson, Logan Lerman, Douglas Booth, Nick Nolte, Mark Margolis ou encore Kevin Durant et Frank Langella, sans compter Marcon Sokas. Il faut dire que Darren Aronofsky a toujours été intéressé par les grandes histoires. Il était logique de mettre en scène un jour une histoire issue de la Bible. L'histoire forcément du déluge. Qu'on soit croyant ou pas, on ne peut que reconnaître que tout ce qui touche aux religieux traîne derrière lui une sacrée mythologie, qui demande à être explorée, voire mise en image. Avec Noé, le réalisateur prend ses distances tout en collant l'histoire au plus près possible. Le résultat, s'il pourra en faire hurler certains, ne se départit pas d'une vraie force épique, proposant une aventure hors norme et prouvant que le réalisateur peut tout à fait donner un blockbuster. Et cela ne l'empêche en aucun cas de traiter de sujets graves et importants, de recréer des personnages et de profiter d'un excellent casting qui porte l'œuvre. Alors si le résultat est parfois un peu long et si le film semble en effet n'en faire qu'à sa tête en ignorant l'histoire d'origine, il n'en demeure pas moins qu'il ne se moque pas de la religion et s'en sert comme support pour livrer une interprétation héroïque de celle-ci. Les serpents viennent aussi? Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse. Il t'a choisi pour une raison, Noé. Prenez l'arche! La décision est entre tes mains, Noé. Ça commence. En 2016, Aronofsky produit le très chiant Jackie de Pablo Larraín. C'est ensuite en 2017 que revient Darren Aronofsky avec le film Mother. Un film qu'il a longuement mûri, qu'il a écrit, qu'il a sorti un peu de nulle part, dont la photographie est toujours confiée à Matthew Libatic et la musique à Johan Johansson. Au casting, Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson, Stephen McCarthy, Kristen Wiig. Encore une fois, que dire du casting, si ce n'est qu'il est excellent. Le film durant à peu près 2 heures. Et Mother, c'est une sacrée claque. Le film démarre pourtant comme un film d'horreur. Chaque plan laisse croire à un futur jumpscare et j'ai franchement craint de me retrouver devant un énième film du genre. À la suite, voir un couple qui semble plutôt heureux accueillir un homme qui est, dit-il, le nouveau médecin du coin. Rapidement, lui et sa femme, qui arrivent ensuite, vont chambouler les habitudes du couple, et voici seulement le début d'un film qu'on ne peut voir au premier degré. Car comme tel, il semblera totalement illogique qu'un homme puisse aussi facilement accueillir des gens chez lui et se laisser envahir. Plus intéressant, chaque scène du film prend une autre dimension si on les voit sous l'angle de la grossesse et de ce qui peut se produire dans l'esprit d'une femme enceinte. La difficulté de comprendre les différents sentiments qui l'habitent, la sensation d'être envahi par un corps alors étranger, puis l'acceptation de celui-ci avant l'apocalypse finale. Pris sous cet angle, Mother semble alors plus intéressant, regorgeant de symboles jusqu'à l'éternel recommencement. Il faudra alors plusieurs visionnages pour comprendre tout ce qu'il essaie de nous dire, et pour cela on pourra profiter de la mise en scène très intelligente du metteur en scène, mais aussi de la grande performance de ses acteurs. Je peux comprendre qu'il soit difficile d'entrer dans le film, mais à mon sens il s'agit d'un film puissant et franchement important. Ils sont venus pour me voir. Viens vite! Tu es fou. Tu es fou. Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison. Accueillir d'autres gens, d'autres idées. Je suis désolé. Sortez de ma maison! Vous donnez, vous donnez, vous donnez. C'est jamais assez. Depuis 2017, Aronofsky s'est fait rare sur les écrans et même invisible,
On l'a simplement retrouvé à la production de Aftermath d'Elliot Lester et de Undercover, une histoire vraie de Yann Demange en 2018. Et pourtant, le bonhomme, qui est clairement un grand réalisateur, prévoit la sortie de 2 films dans les années à venir, puisque dès cette année, en 2021, on devrait voir The Whale, un film dont le scénario est écrit par Samuel D. Hunter d'après sa pièce de théâtre, qui raconte l'histoire de Charlie, un homme d'âge mûr qui fait près de 272 kilos, et qui essaye de renouer avec sa fille de 17 ans. Ils sont séparés depuis que le père a abandonné sa famille pour son amant. Depuis la mort de cet amant, Charlie souffre d'un syndrome d'hyperphagie incontrôlée, dû à son état dépressif. Film au casting duquel on retrouve Brendan Fraser, Samantha Morton, Ty Simpkins, Sadie Sink et Hong Chau. Et honnêtement, ça donne assez envie de voir le film. En 2022, il devrait également sortir le film Adrift, dont on sait peu de choses pour l'instant. Que vous appréciez ou pas le bonhomme, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo si vous connaissez un peu son œuvre, et je vous souhaite une bonne journée à tous.